Revenons peut-être à une définition générale. La démocratie ne s'exporte pas. Elle ne s'impose pas à la pointe des baïonnettes, comme le disait déjà Robespierre, ou à la pointe des missiles guidés par laser. La démocratie est l'œuvre de chaque peuple. Chaque peuple doit trouver sa voie vers la démocratie. Je cite quelquefois une réflexion de Kant: la République est une idée si forte que même si elle venait à être balayée, il s'exprime en 1794, elle ne manquerait pas de renaître à la faveur de circonstances favorables. Tant c'est une idée forte. Et on a vu l'application de cette maxime dans le monde arabe, avec des pays qu'on croyait ployés, prostrés sous le joug de dictature quasiment éternelle. Et on a vu que l'aspiration à la démocratie, l'aspiration à être traité dignement, le refus de la kleptocratie, comme on dit, c'était quelque chose de profondément ressenti dans des pays, il faut le dire, éduqués, où il y a une tradition laïque, celle de Bourguiba, ou dans des pays comme l'Égypte, qui avait connu un réveil à l'époque du nasserisme. La phrase de Nasser, c'était « relève ton front, mon frère ». Et je dirais que ça ne s'appliquait pas à la démocratie interne, parce que Nasser, d'une certaine manière, c'était quand même un gouvernement militaire, c'était les officiers libres. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette exigence de démocratie a touché le peuple égyptien, la jeunesse égyptienne, sur la place Tahrir. C'est quand même quelque chose qui nous incite à l'optimisme. Alors, je viens à votre question. La Libye. Alors, on a cru, à tort ou à raison, que le régime libyen était aux abois. Et à la suite de démarches sur lesquelles on peut s'interroger, je pense en particulier à l'intervention de Bernard-Henri Lévy auprès du président de la République, on a décidé d'aller dans le sens, non pas d'une ingérence, qui n'est pas autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais dans le sens d'une mise en œuvre de la responsabilité de protéger. C'est la résolution 1973. Donc, l'ONU demande à un certain nombre de pays qui ont formé une coalition de protéger les civils contre toute tentative de génocide, crime de masse, crime contre l'humanité. Donc, ça a été fait à juste titre à Benghazi. Maintenant, on peut s'interroger sur le fait de savoir si ce mandat n'est pas en train d'être outrepassé par des frappes dont l'objet n'est plus de protéger des civils. Je crois qu'on est sur une question de principe. Est-ce qu'on veut préserver la notion de la responsabilité de protéger les civils, ou la différence est ténue, est-ce qu'on va s'aventurer sur le terrain de l'ingérence que l'ONU n'a jamais accepté? Alors l'ingérence, c'est évidemment la capacité donnée aux pays qui sont les plus forts de s'ingérer dans les affaires des pays qui sont les plus faibles. On n'a jamais vu l'inverse. Les faibles ne s'ingèrent pas dans les affaires des forts. Donc c'est un autre mot pour caractériser des comportements de type impérialiste. Alors là, on est vraiment sur une frontière. Je pense qu'il y a un moment où il faudra que le Conseil de sécurité reprenne cette affaire. J'exprime très clairement ma préférence pour un processus politique permettant aux Libyens, quelle que soit leur école de pensée, quelle que soit leur façon d'envisager les choses, de se retrouver et de définir les conditions dans lesquelles la population libyenne, le peuple libyen, pourra lui-même choisir la voie de son développement, la voie de son autodétermination. Je pense que ce n'est pas à l'extérieur d'apporter la démocratie en Libye, pas plus que partout ailleurs. La liquidation extrajudiciaire de Ben Laden, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bien pour la démocratie? Les États-Unis sont-ils allés trop loin ou pas? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que Ben Laden est l'aspirateur de crimes de masse. Il fallait s'en saisir, il a résisté, il était tué, mais enfin, je dirais, la mort ne l'a jamais fait reculer, et il a quand même sur la conscience quelques milliers de victimes, bien que je pense que cet événement est surtout un caractère hautement symbolique, dont la force politique est évidente, mais dont l'intérêt pratique est limité, parce que je pense que Ben Laden avait cessé de donner des instructions opératoires depuis déjà très longtemps. Je pense que ce peut être l'occasion pour Obama d'accélérer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.
Je pense que c'est une occasion extraordinaire qui lui est donnée, qui lui permet de se retirer en gardant, je dirais, la face, en sauvant la face. Parce qu'il est évident que l'armée américaine et ses alliés sont empêtrés en Afghanistan. On ne peut pas prétendre apporter à l'Afghanistan la démocratie selon Montesquieu ou selon Tocqueville. Je pense que c'est assez irréaliste. On peut demander à l'Afghanistan de rompre avec les terroristes, avec le terrorisme, et de jouer un rôle d'État neutre dans un environnement qu'il faudrait d'ailleurs calmer. Doit-on rester encore en Afghanistan? Ben Laden est mort. Je pense qu'il faut opérer un retrait progressif et permettre aux Afghans de s'assumer eux-mêmes. Ils ont un gouvernement qui vaut ce qu'il vaut, c'est le gouvernement d'Hamid Karzai, qui a fait des propositions à la fois aux talibans et en même temps qui a demandé l'arrêt des opérations de l'OTAN. C'est assez surprenant, mais il est clair qu'il y a des conversations qui sont engagées des deux côtés de la frontière entre Afghans, entre Pashtuns afghans, talibans. Tous les Pashtuns ne sont pas des talibans, mais enfin, tous les talibans sont des Pashtuns. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi des Pashtuns. Et le Pakistan est également partie prenante à ces conversations que je ne connais pas, dont je ne suis pas informé, mais dont je suppose qu'elles existent. Autrement, ce qui s'est passé n'aurait pas pu avoir lieu.